m'appelle Marisa Berry-Mendez et j'animerai le webinaire aujourd'hui. Donc, nous sommes ravis de présenter le 5e webinaire de notre série. Nous allons prendre une petite pause pendant l'été, mais il est prévu qu'on continue à organiser d'événements virtuels à l'automne. Les webinaires nous offrent une façon de nous connecter avec nos membres et sympathisants et une occasion pour vous de vous informer sur les enjeux de droits humains et de vous engager davantage avec le travail d'Amnesty. Je vous inviterai à répondre à un sondage qui va être affiché tout de suite par ma collègue pour nous dire d'où vous nous rejoignez. Prochaine diapo, Camille, s'il te plaît. Donc, voici notre ordre du jour pour aujourd'hui. Les mots de bienvenue seront suivis par quelques détails techniques en lien avec la plateforme qu'on utilise présentement. Par la suite, nous allons présenter nos panélistes qui se joignent à nous de Dakar et de Conakry. Les panélistes feront leur présentation et ce sera suivi par une période de questions où vous êtes invités chaleureusement à participer. Du côté de l'équipe d'Amnesty International Canada francophone, on est moi-même, Marisa Berry-Mendez, la responsable des campagnes tactiques et des réactions aux crises chez Amnesty, et ma collègue Camille. Bonjour, je suis Camille Maurier, coordonnatrice logistique à Amnesty International à Canada francophone. Et aujourd'hui, on est principalement de Montréal et puis de Québec, du Sénégal et de Guinée. Merci Camille. Donc pour commencer, j'aimerais reconnaître que les bureaux d'Amnesty International Canada francophone sont situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nombre d'entre nous sommes virtuellement réunis aujourd'hui. Tiohtià:ke, ou Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Et c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Je vous invite maintenant à répondre à un deuxième sondage pour nous dire comment vous avez entendu parler du webinaire. Cela va nous aider à la promotion de nos futurs webinaires. Et je tiens à souligner que tous nos webinaires sont en lien avec des campagnes actuelles. Je vous encourage à visiter notre site web ou bien nous contacter pour savoir comment vous pouvez agir et vous impliquer davantage dans nos campagnes. Donc, quelques détails techniques. Un instant. Vos microphones et votre vidéo sont désactivés pour une meilleure audibilité des panélistes. Vous pouvez poser vos questions à tout moment via le chat, la boîte conversée ou la boîte questions-réponses. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez toujours nous les indiquer et on va vous répondre en temps réel. Et si vous avez des questions concernant le contenu des présentations, vous pouvez également les indiquer. On va les garder pour la période de questions. Donc maintenant, j'aimerais vous présenter nos panélistes. Kiné Fatim Diop est sénégalaise chargée de campagne au bureau régional d'Amnesty International à Dakar depuis 2014. Elle couvre 9 pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle a effectué plusieurs missions en Guinée. Avant de rejoindre Amnesty, Kiné a travaillé sur les thématiques du droit à l'alimentation à Oxfam et sur les violences faites aux filles. Fabien Hoffner, après avoir grandi et étudié en France, Fabien s'est installé en Afrique de l'Ouest en tant que journaliste. Correspondant au Mali, en Guinée et au Sénégal de 2011 à 2019 pour différents médias français, il a rejoint en juin 2019 le bureau régional d'Amnesty International à Dakar en tant que chercheur. Souleymane Sow a été impliqué chez Amnesty en tant que membre depuis 2001 avant de devenir le premier directeur exécutif du tout nouveau Amnesty International Guinée en octobre 2019. Avant, il était directeur d'une coopérative dans le domaine informatique. Nous sommes vraiment ravis et privilégiés d'avoir Kiné, Fabien et Souleymane avec nous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à notre conférencière et nos conférenciers. Merci beaucoup Marisa. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire.
Je remercie encore Amnesty Canada francophone qui a eu cette initiative et tous les membres, militants, sympathisants qui participent à ce webinaire. Alors, mes collègues et moi allons vous présenter la situation des droits humains en Guinée. C'est un pays sur lequel Amnesty travaille depuis plus d'une trentaine d'années et nous effectuons régulièrement des missions sur le terrain. Alors, la présentation, je vais vous présenter le plan. Nous allons commencer par une petite introduction, puis nous allons voir voilà, la première partie qui parle de la nouvelle constitution, qui est au cœur des tensions. Dans une deuxième partie, nous parlerons de la répression des opposants à cette nouvelle constitution. Et enfin, pour terminer, nous allons terminer avec les actions qui sont en cours en termes de recherche, campagne et d'éducation aux droits humains. Alors, la Guinée, prochain slide s'il vous plaît. Alors, la Guinée, vous voyez apparaît la carte de la Guinée. La Guinée est aussi appelée de façon non officielle Guinée-Conakry, c'est le nom de sa capitale. C'est pour la différencier avec la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale. Donc, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest qui a une population d'à peu près 12 millions d'habitants. Elle a eu son indépendance, elle prend son indépendance en 1958 de la France, ce qui fait de la Guinée un des premiers pays, ou plutôt le premier pays de l'Afrique francophone subsaharienne à obtenir son indépendance. C'est un pays extrêmement riche en ressources naturelles. Elle possède le tiers des réserves mondiales de bauxite et elle est souvent surnommée le scandale géologique tellement voilà, il y a des ressources. Paradoxalement, la Guinée est le 24e pays le plus pauvre au monde. Le pays a connu sur le plan politique 2 coups d'État, les deux suite à la mort des deux premiers présidents, Sékou Touré en 1984 et Lansana Conté en 2008 plutôt. En 2008. Prochain slide, s'il te plaît. Alors, en 2010, après 2 années de transition qui sont marquées par des événements tragiques qu'on appelle les événements du stade, où 157 personnes ont été assassinées et plus d'une centaine de femmes violées, avec plusieurs blessés, ceci par des nervis et des bérets rouges de l'ancienne junte militaire voilà, qui est l'idée par Dadis Camara. Alpha Condé, que vous voyez à l'écran, devient président en 2010. Après vraiment toute une vie à lutter, il a connu l'exil, il a connu la prison. En 2000, il a été défendu par Amnesty International parce qu'il avait été condamné à 5 ans de prison. Et lorsqu'il prend le pouvoir en 2010, il y a énormément d'espoir. Malheureusement, malgré quelques avancées, par exemple avec la criminalisation de la torture et l'abolition de la peine de mort, ces 2 mandats sont vraiment marqués par la continuité de la culture de l'impunité et la répression des opposants ou des activistes pro-démocratie. Alors, à l'approche de la fin de son second mandat et dernier, en principe, c'est vraiment marqué par ce projet, un projet de changement de constitution. Et je vais laisser la parole à mon collègue Fabien qui va vous parler de ce projet de changement de constitution. Merci Kiné et bonjour à tout le monde. Et encore une fois, merci à Amnesty Canada pour cette initiative. Sur cette constitution qui est la première partie, c'est important d'en parler parce que c'est vraiment ce projet de constitution qui a cristallisé toutes les tensions, les protestations, mais aussi la réaction des autorités. C'est une constitution qui a été impulsée par le haut et on a pu souvent entendre dans les discours récents des autorités que ce projet de constitution était un débat né un petit peu spontanément de la société guinéenne. C'est factuellement faux. Et c'est ce que je vais expliquer dans les prochaines minutes. D'abord, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a une campagne médiatique qui a débuté après la réélection d'Alpha Condé. Et on pourrait situer, il y a d'autres points de départ, mais on pourrait situer ce départ à une conférence de presse de 2016. Et à ce moment-là, Alpha Condé a répondu à la question d'un journaliste qui souhaitait savoir si le président
comptait quitter le pouvoir à la fin de ses 2 mandats. Alpha Condé n'a pas répondu. Il a dit que c'était le peuple qui déciderait. Il a un petit peu commencé à remettre en cause cette question de limitation des mandats. Ça a été un petit peu le point de départ. À partir de là, on a eu d'un côté des ministres qui ont fait des sorties médiatiques, notamment dans les médias internationaux, voilà, pour remettre en cause cette question de limitation des mandats, dire que la question d'une nouvelle constitution devait être un débat ouvert et que, in fine, c'était au peuple de décider. Et parallèlement à ça, eh bien, il y a eu pas forcément des ministres, mais plutôt des soutiens du pouvoir. Ça peut être des partisans du parti au pouvoir, mais aussi des hauts fonctionnaires. Il y a eu le directeur national de la police, il y a eu le préfet de Cancan, qui, eux, ont clairement fait le lien entre ce projet de changement de constitution et le maintien au pouvoir d'Alpha Condé, avec des gens qui expliquaient très clairement qu'Alpha Condé devait rester au pouvoir, que si l'ancien Condé avait fait X années, Sékou Touré X années, pourquoi Alpha Condé n'en ferait pas autant. Donc il y a eu cette campagne médiatique, pas vraiment subliminale, puisque c'était assez clair, avec la ligne rouge qui est que tout a été fait pour qu'éventuellement Alpha Condé puisse rester au pouvoir, mais que le président lui-même ne s'est jamais prononcé sur cette question-là. Donc, il y a eu cette campagne médiatique où on est passé de la parole aux actes. On a commencé vers 2018-2019 à avoir des déploiements de banderoles dans les rues de Conakry en faveur d'un changement de constitution. Il y a des événements officiels censés être apolitiques, comme la Journée de la femme, qui ont été un petit peu transformés et utilisés en faveur, encore une fois, d'un changement de constitution avec des pancartes qui apparaissent à gauche, à droite. La chaîne publique, la télévision guinéenne, et ça, c'est pas propre au pouvoir actuel, a été utilisé avec des reportages très partiaux sur la nécessité de changer la Constitution. Et tout ça s'est conclu avec le rôle clé de la Cour constitutionnelle. C'est conclu et à commencer par la Cour constitutionnelle qui est au début et à la fin, puisque c'est l'institution qui est garante de la Constitution. Et le président de cette Cour constitutionnelle a été destitué en 2018, officiellement pour une série de griefs et de reproches qu'on lui faisait, officiellement pour avoir dit à Alpha Condé lors de sa seconde investiture, pour l'avoir mis en garde contre la tentation de modifier, de tripatouiller la Constitution pour rester au pouvoir. Et beaucoup, évidemment, pensent que c'est ce qui lui a coûté sa place. Et suite à cela, eh bien, on a vu que la Cour constitutionnelle n'a plus posé de problème. Un nouveau président a pris sa place, la Cour constitutionnelle a validé le référendum du 22 mars sans problème, bien que très contesté. Et la Cour constitutionnelle a également validé ce qui a fait l'objet d'une polémique très récente, ce qui est assez improbable et rare, c'est le fait que la Constitution qui a été promulguée et publiée au journal officiel n'est semble-t-il pas la même que celle qui a été proposée au peuple guinéen. Et la Cour constitutionnelle et le ministère de la Justice ont dit qu'il n'y avait pas de débat là-dessus et que le débat était clos. Donc voilà, c'était une première partie pour revenir un peu sur cette question de constitution qui a cristallisé toutes les tensions et qui dure jusqu'à présent, puisque dans les prochaines semaines et les prochains mois, il y a beaucoup d'interrogations sur ce qui va être la suite, sur l'élection présidentielle et sur la volonté ou pas d'Alpha Condé de sortir, oui ou non, enfin du bois pour dire qu'il souhaite ou non se présenter pour rester au pouvoir. Je vous remercie et je passe la parole à ma collègue. Avant ça, j'ai juste oublié, il y a un slide où on voit justement qui peut illustrer cette utilisation des moyens de l'État. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir, mais c'est 2 banderoles qui ont été posées sur le bâtiment de l'Assemblée nationale. Voilà. L'emprise du pouvoir exécutif sur l'emprise sur le pouvoir législatif, puisqu'on parle ici de l'Assemblée nationale, avec à gauche une personnalisation de la volonté de changer de constitution. Je suis jeune, je vote pour une nouvelle constitution. Et l'autre affiche on pourrait qualifier d'une forme de chantage affectif d'Alpha Condé, où on voit Alpha Condé qui rappelle qu'il a été opposant, qu'il s'est battu pour les idéaux démocratiques du temps où il était opposant, qui a été enfermé pour ça. Donc on a vraiment ces deux tendances, la jeunesse et puis l'ancien qui est là, qui s'est battu pour la Guinée et à qui il faut continuer de faire confiance. Voilà, je pense que c'était assez illustratif de cette campagne médiatique en faveur d'un changement de constitution. Merci Fabien. Alors, en même temps que les moyens de l'État ont été mobilisés pour faire campagne pour cette nouvelle constitution, les partis d'opposition, les associations de la société civile, mais aussi des syndicats se sont mobilisés et ont créé
une coalition pour empêcher au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat en 2020. Donc, c'est le Front national pour la défense de la Constitution. Pendant la présentation, vous allez souvent nous entendre parler du FNDC, qui a appelé dans son premier communiqué, et je cite, à contenir et anéantir cette volonté de troisième mandat ou de glissement de mandat au-delà de 2020. Donc, dans plusieurs villes, dans les grandes villes, le FNDC s'est organisé et des cellules citoyennes ont été créées dans le pays et ont organisé des manifestations dans le seul but voilà, d'empêcher le troisième mandat avec un slogan « à moulin fait » qui signifie « voilà, c'est fini, ça suffit ». Prochain slide, s'il te plaît, Camille. Alors, cette mobilisation du FNDC a été marquée par plusieurs manifestations, l'organisation de plusieurs manifestations, mais on s'est rendu compte dès fin 2018, début 2019, que de nombreux rassemblements ont été interdits de façon totalement arbitraire par les autorités guinéennes et uniquement lorsqu'il s'agit d'initiatives de groupes de l'opposition, de mouvements pro-démocratie ou d'organisations de défense des droits humains. Donc, à l'écran, vous voyez une des interdictions, une des notifications d'interdiction. Et souvent, quand notre bureau on analyse ces interdictions, les motifs évoqués pour justifier les interdictions sont totalement vagues. Ils invoquent par exemple pour protéger la paix et la tranquillité sociale, ou que les conditions de sécurité ne sont pas réunies, ou qu'il y aurait des possibles préjudices. Et en plus de ces interdictions de manifestation, nous, quand on est sur le terrain, on se rend compte que depuis 2 ans, il y a des unités militaires qui sont déployées dans les principaux quartiers, dans les principaux lieux de manifestation, nuit et jour, pour vraiment empêcher, interdire toute manifestation, même spontanée. Les réunions du FNDC sont régulièrement dispersées, y compris des réunions privées au sein des domiciles, comme c'est arrivé en octobre de l'année dernière. Et les gendarmes, la police ont souvent recours de manière totalement injustifiée de gaz lacrymogène, mais aussi de balles réelles. Juste pour illustrer cela, l'année dernière, 7 membres du mouvement FNDC ont été condamnés juste parce qu'ils participaient à une contre-manifestation lors d'un événement à Kinja où le président Alpha Condé était présent, et ils portaient juste des t-shirts où ils disaient « Non, ne touche pas à ma constitution ». Donc juste pour cela, ils ont été condamnés à 3 mois de prison et une amende. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, depuis l'année dernière, en fait, on a pu identifier 2 moments clés, 2 moments où la répression a été vraiment forte. Le premier moment, c'est en octobre 2019 et le second en mars de cette année. Donc, Fabien parlera du mois de mars, de ce qui s'est passé cette année en mars. Mais en octobre, tout a débuté avec des leaders du FNDC qui ont été arrêtés alors qu'ils avaient une réunion privée dans un domicile d'un des membres, d'un des leaders. Et ensuite, il y a une série de manifestations le 14 et le 15 octobre. Ces manifestations qui ont été initiées par les membres du FNDC pour demander la libération de leurs membres ont été très fortement réprimées avec l'utilisation de gaz lacrymogène, des munitions réelles pour empêcher les affrontements entre les forces de sécurité et les manifestants. Et entre le 14 et le 15 octobre, Amnesty a pu documenter 11 morts et plusieurs blessés et des morts à balles réelles. Donc, lorsqu'on analyse les balles qui ont été retrouvées, lorsqu'on a pu discuter avec les témoins, tout prouve que les forces de sécurité sont à l'origine de la mort de ces manifestations, de ces manifestants, mais également des passants. Parce que souvent, des balles perdues touchent des enfants, des jeunes qui se retrouvent tués ou blessés gravement.
Alors, après ces décès du 14 et 15 octobre, le 4 novembre, les membres du FNDC et leurs familles ont organisé un cortège pour enterrer ces victimes qui sont considérées comme des martyrs de leur lutte. Et lors de cet enterrement, les forces de sécurité ont tiré avec des gaz lacrymogènes, avec des balles réelles sur des manifestants, entraînant plusieurs décès. Donc, la répression est forte et en 2020, elle ne s'est pas arrêtée. Je pense que le slide suivant, je vais vous présenter une toute petite vidéo qui montre un peu, je vous laisse passer la vidéo, Camille. Je m'excuse, je n'ai pas le lien de la vidéo. Ah, désolée, on va la repasser après. On va pouvoir la regarder après la présentation. Voilà, exactement. Merci Camille. Et en fait, dans cette vidéo, c'est en janvier 2020. C'est une dame qui est venue rendre visite à un de ses neveux qui a été blessé lors des manifestations en janvier. Lorsqu'elle arrive dans le quartier, elle voit les policiers qui l'appellent genre pour la protéger. Et lorsqu'elle y arrive, c'est que les policiers l'utilisent comme bouclier contre des jeunes qui lançaient des pierres. Puisque les policiers n'avaient pas de gaz lacrymogène. Donc, on vous présentera plus tard la vidéo qui illustre bien que voilà, les forces de sécurité n'ont tiré aucune leçon de tout ce qui s'est passé, toute la violence qu'il y a eu et les décès qui ont eu les années précédentes. Je vais passer la parole à Fabien, qui va vous parler de ce qui s'est passé en termes de répression avant les élections et pendant les élections de mars 2020. Merci Kiné. Voilà, c'est donc comme ça qu'on est arrivé à ce référendum, donc tant attendu en tout cas par le pouvoir et pour lequel il avait fourni pas mal d'efforts. Donc ce référendum du 22 mars, comme l'a dit Kiné, on se focalise sur certains événements en particulier. Il y en a eu beaucoup, mais c'est difficile d'être exhaustif. Il y avait eu déjà quelques morts les mois précédents ce scrutin. Et on arrivait à ce scrutin, un scrutin qui était contesté à l'étranger d'abord. Autant à l'international que par les institutions continentales et régionales qui se sont un petit peu désolidarisées du processus électoral. C'est le cas de la francophonie, c'est le cas de l'Union africaine, c'est le cas de la CEDEAO, en raison notamment d'un fichier électoral qui était très polémique avec plusieurs millions d'électeurs dont l'identité n'était pas vérifiable. Donc ça a été contesté diplomatiquement, ça a été évidemment contesté sur place en Guinée par des manifestations dont a parlé Kiné et des manifestations parfois violentes dans les régions de Mamou. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des symboles du pouvoir qui ont été pris pour cible et des symboles de l'injustice selon l'opposition et selon les manifestants, avec des gendarmeries qui ont été prises pour cible, des commissariats de police, parfois des tribunaux, avec encore une fois l'objectif de dénoncer, mais cette fois de façon violente, sous la forme d'émeutes, les injustices de la justice justement et les morts des forces de sécurité. Ce scrutin également, il a été marqué par un blocage d'Internet. Le pouvoir a avancé certains arguments selon lesquels un câble sous-marin allait perturber, l'entretien d'un câble sous-marin allait perturber le réseau Internet, a ensuite rétropédalé, mais finalement le blocage Internet a bien été constaté par des organisations spécialisées la veille au soir, le jour du scrutin jusqu'au lendemain matin. C'est quelque chose qu'il faut essayer de souligner. Et ensuite, donc, on est arrivé à ce jour où malheureusement on a recensé au moins 12 morts, avec les mêmes deux énormes problèmes qui ont été constatés dans les manifestations précédentes, c'est-à-dire un, la présence d'armes entre les mains des forces de sécurité, et deux, le déploiement de l'armée, alors que le gouvernement et les autorités se sont maintes fois prononcés pour expliquer que les forces armées n'étaient pas munies d'armes légales et que l'armée n'était pas déployée. Le chef d'état-major de l'armée avait même fait des déclarations en ce sens. Factuellement, c'est pas ce qui n'a été observé. On a pu voir des vidéos avec des gendarmes présentant des armes de guerre de type AK-47. On a également vu des vidéos avec des policiers, sans compter évidemment tous les témoignages des personnes qui disent qu'ils ont vu des forces de sécurité tirer sur leurs proches et leurs familles, ce qui pose la question de savoir si l'armement des forces de sécurité est quelque chose d'accepté officieusement par les autorités et qui n'est pas dit,
ou qui pose la question de savoir si cette situation est incontrôlable et si les agents des forces de sécurité font un petit peu ce qu'ils veulent avec leurs armes. Pardon. On a donc comptabilisé au moins 12 morts, dont 9 par balle. Il faut signaler que parmi ces 9 morts, il y en a 7 qui ont été touchés aux parties supérieures, que ce soit la tête, le dos, le ventre, ce qui pourrait indiquer que ces personnes étaient visées. Il y a aussi 2 personnes parmi les 9 tués qui ont, selon les témoignages qu'on a recueillis, été tuées après avoir heurté par des véhicules de sécurité, des véhicules des forces de sécurité. Et là encore, on ne peut pas écarter le fait que ça a été fait volontairement, notamment parce que certaines vidéos ont été vues où on voit effectivement des véhicules de sécurité sans lien avec ces morts, mais foncer dans des foules de manifestants avec l'intention apparente de les heurter. Et évidemment, dans tous ces cas de décès, toutes les familles et toutes les personnes que nous avons pu contacter accusent les forces de sécurité. Il y a également eu des blessés, on va pas revenir sur tout, mais ce qu'il faut noter, c'est que lors de ce scrutin du 22 mars, ce qui a été noté, c'est la présence de groupes de jeunes contre-manifestants associés aux forces de sécurité qui ont également commis des violences. On a eu des témoignages de jeunes qui ont été tabassés par des contre-manifestants. On a eu des vidéos dans lesquelles on voit des gendarmes et des contre-manifestants associés, réfugiés d'un véhicule de la gendarmerie, et qui échangent des jets de pierre avec des manifestants qui eux également lancent des pierres. Donc tout ça est attesté. On a également des journalistes qui ont été frappés par des groupes de contre-manifestants associés au pouvoir. Et également, ce qu'il faut noter pour conclure sur cette partie de la répression du 22 mars, pour encore une fois essayer de synthétiser, c'est que au-delà de la simple répression, on a eu des comportements des forces de sécurité qui s'apparentaient à des comportements de pure vengeance. On a eu des blessés par balle qui ont été arrêtés par la police ou des personnes qui ont été tabassées par des contre-manifestants qui ont ensuite été arrêtés, détenus. Et dans tous les cas que nous avons pu constater, les forces de sécurité ont refusé d'apporter tout soin à ces personnes, dont certaines étaient grièvement blessées. Voilà pour cette question de la répression du 22 mars. Ce qui amène, Camille, s'il te plaît, à la page suivante, qui est le thème de l'impunité, qui est le thème sur lequel Amnesty International et le bureau de Dakar travaillent depuis des années, un thème central en Guinée qui malheureusement remonte à des années. Une petite précision, voilà, la capture d'écran qu'on voit là, c'est justement un gendarme armé le 22 mars en position de tir horizontal. D'après la vidéo qu'on a vue, il n'a pas tiré, mais la vidéo montre qu'il est clairement en train de viser des manifestants avec cette arme de guerre qui n'est pas censée être entre les mains des forces de sécurité du maintien de l'ordre. Je vais essayer d'avancer rapidement sur l'impunité pour qu'on puisse discuter un petit peu, mais c'est le thème central, c'est-à-dire qu'on a des dizaines de morts depuis des années, mais que les enquêtes n'aboutissent quasiment jamais. Je parle sous le contrôle de Kiné Fatim, mais je crois que depuis 2010, il y a eu 2 condamnations qui ont été répertoriées de forces de sécurité, ce qui est quasiment rien quand on constate l'ampleur des morts et des blessés de toutes ces manifestations politiques. Donc les enquêtes n'aboutissent pas, mais elles sont quand même assez souvent annoncées, en tout cas par les autorités, et ça a été le cas en 2020. Le 10 janvier 2020, le ministre de la Justice a annoncé que des procédures étaient en cours par rapport aux manifestations d'octobre 2019. En janvier, le ministère de la Sécurité a annoncé une enquête sur la mort de Tierno Mamadou Sow. Et après le 22 mars, donc après ce double scrutin meurtrier, le ministre de la Sécurité a aussi laissé entendre que des enquêtes étaient en cours, ce qui a également été le cas après les morts de la région de Kindia en mai 2020, liées à des manifestations sur les mesures d'application du Covid-19. Donc ces enquêtes sont annoncées, mais n'aboutissent que très rarement. Et ce qu'il faut noter, c'est que non seulement elles n'aboutissent pas, mais qu'il y a également des obstacles aux enquêtes qui sont constatées. Et ça a été notamment le cas lors du scrutin du 22 mars, où des consignes ont été données par les autorités pour qu'aucun corps blessé, aucune personne tuée par balle ne puisse être ramenée dans une morgue ou dans un hôpital si ce décès n'avait pas été constaté par un agent des forces de sécurité. Donc, une grande partie des familles de victimes à qui on a parlé ont expliqué qu'elles se sont rendues dans les hôpitaux avec leurs défunts et que les corps n'ont pas pu être acceptés dans de nombreux cas ou qui n'ont pas pu être transportés par la Croix-Rouge dans de nombreux cas. On a eu donc un certain nombre de victimes qui ont été enterrées sans la possibilité d'être autopsiées, ce qui est évidemment un frein énorme à la possibilité de mener des enquêtes
des enquêtes judiciaires, et ce qui amène forcément des décomptes biaisés, puisque le ministre de la Sécurité a annoncé après le 22 mars un décompte qui était totalement biaisé, puisqu'il ne prenait qu'en compte que les corps reçus dans les hôpitaux, ce qui ne constitue pas la majorité des victimes. Ce qu'on a constaté également de façon très concrète, c'est que les familles qu'on a recontactées des semaines ou des mois après les décès ont été dans la majeure partie des cas absolument pas contactées par les autorités. Donc, on peut se poser la question de ce que signifie d'annoncer officiellement des ouvertures d'enquête, quand on se rend compte qu'après que la famille même du défunt n'a même pas été contactée dans le but d'avoir des renseignements, sans compter évidemment qu'il y a une confiance qui est rompue entre une partie de la population guinéenne et les forces de sécurité, et qu'on peut imaginer que les personnes ne vont pas avoir envie d'appeler la police ou les gendarmeries quand on constate que certains des blessés les fuient par peur de représailles. Je finirai sur l'impunité de façon sur le thème de la parole, encore une fois, puisque ce qui transparaît au-delà de ces absences d'enquête médico-légale, c'est un manque de volonté de la part des autorités qui transparaît dans des déclarations. Après le 22 mars, le ministère de la Justice a annoncé l'ouverture d'une enquête, mais seulement en fait dirigée contre les protestataires et pas contre les morts. Et après les morts de la région de Kindia en mai, Alpha Condé a imputé le drame à la question de la violence lors des mouvements sociaux et politiques dans notre pays, sans questionner absolument d'aucune forme la question de l'usage excessif de la force, qui est pourtant au centre de toutes les questions liées à ces morts et à cette question d'impunité. Voilà pour cette partie sur l'impunité. On a quelques photos qui ont déjà été déroulées de quelques morts des manifestations. Il y a le thème également des arrestations qui se sont poursuivies. Là encore, on ne peut pas tout évoquer, mais ce qu'il faut mentionner, c'est qu'en 2020, malgré l'état d'urgence sanitaire et malgré la présence de la pandémie en Guinée, les autorités et les forces de sécurité ont continué à arrêter des militants et des opposants, malgré le fait que les autorités guinéennes ont reconnu elles-mêmes que la pandémie Covid-19 était présente en prison. Et parmi les personnes qu'on voit là, on voit des personnes qui sont des représentants de premier ordre de ce front de FNDC. On a par exemple Oumar Silla, alias Fonike Mengue, qui a été arrêté à Conakry, en grande partie parce qu'il avait appelé à manifester et accusé des membres du gouvernement et du parti au pouvoir d'être responsables d'homicide. On a également le responsable juridique du FNDC, Saikou Yaya Diallo, qui a été arrêté le 7 mai à Conakry et qui a été inculpé, sans rentrer dans les détails, pour des faits qui n'ont absolument pas été vérifiés. Et ce qui a noté également comme fil rouge de ces dernières semaines et de ces derniers mois, c'est qu'il y a vraiment une inféodation de la justice au pouvoir politique avec des décisions judiciaires qui n'ont pas été respectées. Et c'est le cas jusqu'à présent pour Saikou Yaya Diallo, puisqu'il y a une décision de mise en liberté provisoire qui a été prononcée et qui n'a pas été respectée. Donc il y a vraiment une répression en cascade où à la base on a des morts, on a des blessés par balle, tués par des forces de sécurité. Et ensuite, ce qu'on voit avec ces militants, c'est que quand ça c'est dénoncé, eh bien ces personnes-là sont également elles aussi arrêtées pour avoir dénoncé ces choses-là. Je vais m'arrêter là pour pas dépasser et je laisse la parole à mes collègues pour la suite. Merci Fabien. On vous a présenté, vraiment on a essayé d'être vraiment en résumé pour vous permettre d'engager la discussion, de poser vos questions. Comme j'ai dit tout à l'heure, Amnesty travaille depuis un bon moment et suit la situation en Guinée. Et ce que nous faisons sur le terrain, c'est documenter les violations des droits humains en faisant de la recherche, en étant en contact avec les victimes, avec leurs familles directement, mais aussi en continuant à faire le travail de campagne qui permet de mettre pression sur les autorités guinéennes. Alors, pour nous, c'est vraiment important dans ce contexte d'utiliser tous les leviers possibles pour faire pression sur les autorités guinéennes, pour d'une part mettre fin à la répression, mais surtout de mener des enquêtes et traduire les personnes suspectées d'être responsables en justice. Pour cela, le travail de campagne qu'on mène est mené en même temps que le travail de recherche, même à distance. Là, dans ce contexte de Covid-19, on continue de documenter les violations des droits humains. Au niveau du plaidoyer, nous avons eu l'opportunité depuis
l'année dernière, fin de l'année dernière, de l'examen périodique universel, c'est-à-dire tous les 4-5 ans, un État est examiné par ses pays pairs qui examinent un peu la situation des droits humains et lui font des recommandations. Donc, la Guinée est passée en janvier 2020. Notre bureau a saisi cette opportunité pour faire du plaidoyer au niveau international, mais aussi au niveau national avec les autorités. Pour nous, c'est extrêmement important de maintenir le dialogue avec les autorités guinéennes. Amnesty, notre équipe, on essaie d'être vraiment transparent dans notre travail. À chaque fois qu'on a l'opportunité, on engage le dialogue avec les autorités guinéennes. Donc, ça a été le cas lors de notre dernière mission en novembre, où on a rencontré à la fois le ministre des Droits humains, le ministre des Droits de l'Homme, le ministre de l'Administration de territoire et d'autres institutions. Et lors de ces rencontres, nous partageons nos recommandations, nos préoccupations et demandons à ce que, voilà, qu'il y ait des enquêtes, que les victimes soient prises en charge, mais aussi que des pratiques changent parce que c'est un problème fondamental en Guinée. Les forces de sécurité utilisent la force de manière disproportionnée et c'est ce qui fait que nous passons notre temps à dénombrer des morts et des blessés lors des manifestations. Toujours dans ce travail de campagne, nous travaillons aussi avec les organisations de la société civile guinéenne et internationale sur place. Pour nous, ce travail de coalition est extrêmement important pour que la pression se fasse de l'intérieur, mais aussi de l'international. Dans ce cas-là, le rôle des sections, des membres, des sympathisants d'Amnesty à travers le monde est extrêmement important. Et vraiment, je remercie personnellement et même au nom de l'organisation, les membres qui, voilà, à chaque fois qu'il y a des activistes, Fabien a montré plusieurs visages tout à l'heure, Oumar Silla, Seikou, Ibrahim Diallo, à chaque fois qu'il y a des arrestations, c'est grâce à la pression des membres qui envoient des lettres, qui passent des appels, qui font que, voilà, que ces personnes bénéficient souvent de liberté. Donc, vraiment, on encourage les membres et les sympathisants à continuer de prendre action sur ces cas et sur les actions urgentes et les cas d'individus en danger qu'on met dans le portfolio. Dans le cadre du travail de plaidoyer également, nous utilisons les relations diplomatiques. Donc, nous travaillons avec les sections à travers le monde pour partager nos recommandations avec leurs États, qui sont souvent soit des partenaires économiques, de développement ou politiques, ou des États amis de la Guinée. Et l'idée, c'est d'utiliser un peu ce moment où on parle d'économie pour mettre au cœur des débats la question des droits humains, puisque beaucoup de ces États soutiennent la Guinée à travers des formations des forces de sécurité, parfois par rapport en donnant du matériel qui est finalement utilisé pour réprimer des manifestants. Enfin, cette année, on a décidé d'utiliser l'opportunité des élections qui auront lieu en octobre. Pour nous, c'est un moment clé où on essaie toujours d'engager les candidats aux élections présidentielles à prendre des engagements, à respecter les droits humains en cas de victoire. Donc, on continue la recherche, le travail de campagne et de plaidoyer. Et il y a un autre pilier de notre travail qui est l'éducation aux droits humains. C'est un travail qui est fait par notre section qui est sur le terrain en Guinée. Notre collègue Souleymane Sow va vous parler plus amplement du travail d'éducation aux droits humains qu'il réalise depuis plusieurs années en Guinée, dans les écoles, dans des universités. Je donne la parole à Souleymane. Merci encore. Merci Kiné, merci à Fabien pour cette présentation et merci à Amnesty Canada francophone pour ce webinaire et l'intérêt qu'il porte, aussi la visibilité qu'il donne aux activités que nous menons ici en Guinée. C'est vrai qu'il faut voir que être membre d'Amnesty, surtout ici en Guinée, c'est tout récent. Je vais revenir rapidement comment
a été mis en place ce groupe local et aujourd'hui une préstructure, c'est jusqu'en 2012, il n'y avait pas une présence d'Amnesty en Guinée. Moi, quand je faisais mes études en France, j'étais membre Amnesty France et c'est grâce à un soutien, à un appui de la section française et la rencontre avec deux autres camarades plutôt guinéens, un qui était au Sénégal, l'autre qui était au Burkina, qui ont eu la chance aussi de rencontrer Amnesty. Et c'est comme ça, à mon retour ici, connaissant la culture de l'impunité, parce que là, c'est vrai qu'on parle de l'impunité depuis ces 10 dernières années, mais il faut voir que la culture de l'impunité date de très longtemps dans ce pays. Et à mon retour ici en Guinée, on a commencé à nous mobiliser, à nous constituer en petits groupes. Et évidemment, avec le mouvement mondial, la reconnaissance du SI, ça a pris un peu de temps. Mais on avait une idée de dire, OK, nous sommes dans un pays où la culture de la violence et l'impunité est, excusez-moi du terme en griffe, vraiment la règle. Et pour nous, il fallait faire de la sensibilisation et de l'éducation aux droits humains. Parce que nous disons que tant que les jeunes que nous sommes et autres ne connaissons pas nos droits, ne connaissons pas le fonctionnement, difficilement nous pourrons défendre et nous mobiliser en faveur des droits humains. C'est pourquoi la grosse partie des activités d'Amnesty Guinée aujourd'hui tournent autour de l'éducation aux droits humains, donc les campagnes EDH. Et en 2019, quand il y a eu cette reconnaissance avec la constitution d'Amnesty Guinée, moi j'étais recruté donc en tant que directeur exécutif. On a continué à mettre l'accent sur la promotion et l'éducation aux droits humains au niveau des établissements scolaires et universitaires. La plupart de nos activités, c'est vraiment aller en milieu scolaire et universitaire, organiser des conférences, des sessions de formation, des sensibilisations communautaires. Et depuis 2016, on participe aux travaux de plaidoyer. Donc, pour nous, ici, un peu partout, évidemment, avec la COVID actuellement, ça n'a pas arrêté parce qu'on a la chance quand même, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, de continuer à faire de la promotion, donc cette sensibilisation aux droits humains. Quand on parle de l'éducation aux droits humains, pour nous, c'est vrai qu'il y a au niveau du système scolaire, mais il y a un problème qui se pose en Guinée qui est très récurrent, en dehors même de la COVID aujourd'hui, c'est que c'est même le droit à l'éducation qui est remis en cause. En dehors de la COVID, il faut voir que c'est un pays, depuis 3-4 ans, il y a pas moins de 2 à 3 mois de grèves successives au niveau du système scolaire et universitaire, donc qui perturbe énormément la scolarité de ces enfants. Et donc, nous voulons mettre en place, nous militons pour que ce droit à l'éducation soit vraiment reconnu, parce que sinon, nos campagnes d'EDH en milieu scolaire ne pourraient pas se réaliser parce qu'il n'y aura pas d'élèves, les écoles étant fermées. Juste un dernier point sur... par rapport à ce que disait tout à l'heure Fabien sur toute la campagne de répression, les victimes qu'il y a, les arrestations, depuis le 22 mars, juste avant d'ailleurs, quelques jours avant le 22 mars, avant ce référendum, c'est qu'on a constaté alors que la communauté internationale, les organisations nationales, régionales ou internationales appelaient la Guinée à suspendre ou à reporter ces élections. La Guinée ne voyait qu'une chose, le gouvernement, c'était coûte que coûte aller à ces élections sans tenir compte de l'urgence sanitaire qui arrivait à grands pas. Et cela, les autorités n'ont voulu écouter personne. Ils ont tenu à organiser des élections. Dès le lendemain des élections, par contre, la décision est tombée. Il y a eu l'état d'urgence sanitaire pour museler, effectivement, pour restreindre encore plus les libertés civiques, le droit à la manifestation, de telle sorte qu'on interdit tout rassemblement. Mais malgré cette décision d'interdire tout rassemblement de plus de 20 personnes, à un moment donné, de plus de 10 personnes,
dans tout le territoire, ça n'a pas empêché l'État à organiser une session pour installer 114 députés à l'Assemblée nationale avec des invités externes et donc eux-mêmes qui violent leur propre décision d'interdire tout rassemblement. Alors que quand ce sont le FNDC ou les partis d'opposition qui veulent organiser une manifestation, c'est tout de suite non, urgence sanitaire oblige et donc tout rassemblement est interdit. Donc voilà les formes de restriction de nos libertés qui prennent encore forme avec la COVID, mais on essaie juste de se cacher sur cette pandémie pour restreindre encore plus les libertés. Merci. Alors, un très grand merci à nos conférencières, conférenciers, à Kiné, Fabien et Suleiman pour les présentations très instructives sur le contexte, l'actualité en matière de droits humains en Guinée et aussi sur le travail qu'Amnesty fait sur le terrain et au niveau international. Comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment un privilège pour nous de pouvoir vous entendre aujourd'hui. Donc, merci d'être là. J'aimerais d'abord inviter tous les participants et participantes à signer la pétition que nous avons sur notre site web. C'est sur vous allez voir une image, puis vous allez recevoir le lien dans un message de suivi. C'est l'action qu'on a en ce moment dans le cadre de cette campagne, mais restez à l'affût aussi parce qu'on compte développer d'autres activités et actions en lien avec la campagne qui nous a été exposée par nos présentateurs, présentatrices. Pour maximiser le temps qu'il nous reste, j'aimerais qu'on passe à la période des questions. Prochaine diapo, s'il te plaît, Camille. Juste pour vous dire, si jamais vous voulez poser une question à voix haute et vous avez un micro qui fonctionne, vous avez l'option d'appuyer le bouton « Lever ma main » ou vous pouvez aussi nous aviser dans la question-réponse, le chat que vous aimeriez parler et on va activer votre microphone. Mais vous pouvez également tout le temps poser vos questions à l'écrit. Je profite de l'occasion aussi de vous demander de répondre à l'évaluation qui sera envoyée suite au webinaire pour des améliorations dans le futur. Et aussi, pendant que vous réfléchissez à vos questions, je vous invite à répondre à un dernier sondage pour nous dire un peu de vous et votre engagement ou votre niveau de connaissance d'Amnesty International. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou à lever votre main. Je vais vérifier. Bon, s'il n'y a pas de questions pour l'instant, peut-être on peut passer à la vidéo que Kiné Fatim a évoquée tantôt. Je pense qu'on a maintenant le lien. Et puis, par la suite, on passera aux questions. Lam filmi do. Min malah suci bedo. Rien ne me manque ici. Andes ko vrai commandant jo. Bode podan so fidamo woye fodo silto yande. Regardez ça, une femme qui est prise en otage par la police guinéenne, vraiment c'est pitoyable. Regardez ça. Une femme innocente, elle ne connaît rien. Bongi, gonde benabimo birondikemo benabimo annembo sembe tonde wayo. Benabimo ya Allah. Benabimo begusamo moje. Oui, Allah. Benabu de jabbo. Ebe bortimo. Allah. Ligo. Begusi de bonge. Merci Camille, c'est très troublant.
Mais merci d'avoir apporté cette vidéo. Comme ça, on peut voir nous-mêmes comment les enjeux de l'impunité et l'utilisation de la force excessive se manifestent en Guinée. Je vois que j'ai quelqu'un avec le main levée. Je ne suis pas certaine du nom. Ça dit Galaxy. Donc, j'active votre microphone. Allez-y. J'essaie. Camille, peut-être toi, tu peux activer le microphone de la personne? Alors, allez-y, votre microphone a été activé. Oui, merci. Je réponds au nom de Mamadou Kali Diallo. Je suis activiste des droits de l'homme. Je travaille sur le terrain en Guinée ici en collaboration avec Fabien Kiné, Amnesty International, Dakar. Donc, j'approuve les informations données qui sont vraiment détaillées avec des éléments de preuve. Je les félicite, je les encourage. Ma question est de savoir, puisque c'est une nouveauté pour moi que vous vous intéressiez, en tout cas Amnesty, si j'ai bien compris, Souleymane So, Amnesty International Canada francophone. Suite à toutes ces violations récurrentes qui vous ont été détaillées, qu'est-ce que peut-être Amnesty International Canada pourrait envisager pour aller dans le sens de cette inversion, c'est-à-dire cette culture d'impunité qui est la source de ces récurrentes violations des droits humains en République de Guinée. Merci beaucoup de la question. Peut-être je peux commencer, évidemment, parce que la question est dirigée vers notre section Canada francophone. Et peut-être, Kiné Fatim, tu peux compléter par la suite parce que c'est toi qui as élaboré la stratégie de campagne mondiale. Donc, le but, je pense, en fait, on est très chanceux chez Amnesty, les campaigners, les responsables des campagnes sur le terrain nous suggèrent plein de tactiques et stratégies qu'on peut poursuivre dans notre propre pays pour essayer de mobiliser le gouvernement de notre pays ou bien l'ambassade, par exemple, guinéenne au Canada et les sensibiliser par rapport aux enjeux de droits humains. Donc, de notre côté, on est avec le bureau régional à Dakar. Évidemment, nous avons la pétition qui est activée au niveau mondial. Donc, c'est clair qu'une pétition, ça peut sembler comme un outil parfois un peu statique, mais quand vous avez des dizaines de milliers de signatures, c'est quand même un geste assez important. Donc, ça d'un côté. De notre côté, au niveau du plaidoyer, dès que les recommandations en lien avec l'examen périodique universel sont sorties, nous allons nous mettre en contact avec les fonctionnaires du gouvernement canadien et québécois qui travaillent sur l'Afrique de l'Ouest pour leur sensibiliser et essayer de leur mettre la pression pour qu'eux, ils puissent amener notre message et nos demandes, nos recommandations et les recommandations de l'ONU vers le gouvernement guinéen. Et aussi, il est possible qu'on essaie de se mobiliser, que ce soit virtuellement ou physiquement, pour une manifestation ou pour une vigile, pour aussi essayer d'avoir de la visibilité dans les médias, auprès du gouvernement canadien, auprès des autorités guinéennes, et aussi pour sensibiliser la population canadienne par rapport à ce qui se passe. Évidemment, ce webinaire qui est présenté par le bureau régional, ça fait partie d'une stratégie de sensibilisation et d'éducation pour que plus de personnes soient au courant des enjeux de droits humains en Guinée. Kiné, est-ce que tu veux compléter? Oui, merci beaucoup Marisa. Merci Kali pour la question.
Je l'ai évoqué tout à l'heure lors de la présentation, on travaille aussi grâce à des partenaires sur place qui eux aussi documentent des violations des droits humains et nous appuient également dans notre travail. Donc encore merci à Kali et aux partenaires pour le travail que vous faites sur le terrain. Donc comme Marisa l'a dit, la force d'Amnesty, c'est un mouvement. On n'est pas une ONG, on est un mouvement de membres et on a 7 millions de membres à travers le monde. Et nous, notre travail en tant que bureau régional sur le terrain, c'est de documenter des violations des droits humains, de travailler sur les stratégies qu'on partage avec nos collègues au Canada, aux États-Unis, au Bénin, au Burkina, et que ces collègues s'approprient cette stratégie et ils mettent en œuvre cette stratégie. Ils la mettent en œuvre comment? C'est en rencontrant leurs autorités, en leur demandant si vous allez à l'examen périodique universel, essayez de poser cette question aux autorités guinéennes en leur demandant, en termes d'usage excessif de la force, ils s'étaient engagés il y a 5 ans, ben, qu'est-ce qui se passe maintenant? Aussi, lors de réunions bilatérales qu'ils ont avec, par exemple, le ministère des Affaires étrangères, des collègues à travers le monde leur disent écoutez, vous avez des accords avec ce pays-là, mais dans votre stratégie de développement, vous dites que les droits humains, c'est au cœur. En ayant des discussions sur l'économie avec la Guinée, il est important de leur rappeler que les droits humains doivent être respectés, que les manifestants ne doivent pas être tués, etc., etc. Donc, c'est vraiment l'appui énorme que nos collègues des sections nous donnent à travers le monde. Et c'est ce qui permet, par exemple, avec nos actions urgentes, qu'on partage souvent avec les membres, c'est que voilà, quand une personne est arrêtée, on donne un email d'un ministre ou d'un procureur et plusieurs membres à travers le monde bombardent cette autorité de messages pour demander la libération d'Omar Sylla, de Sékou, etc. Donc, c'est vraiment le travail, le rôle des sections. Il est clé et c'est grâce à eux qu'on fait ce travail de pression sur les autorités des différents pays. J'espère que Kali, j'ai répondu à ta question. Merci, Kiné. Je pense que la réponse a été très complète. Merci. On a 2 questions. Je vais les poser en même temps pour que vous puissiez répondre et donner des éléments de réponse. Donc, Doris nous demande, existe-t-il des organisations gouvernementales et officielles qui peuvent se joindre à votre travail dans le cadre de scrutins jugés répressifs comme celle-là? Merci. L'autre question de Alassane Ba. Elle dit « Je suis activiste des droits humains, merci au présentateur pour ma question. À chaque fois que Amnesty publie un rapport sur la Guinée, l'État remet en cause quelles sont les mesures que Amnesty… je m'excuse. L'État remet en cause. Quelles sont les mesures que Amnesty prenne pour cette crédibilité? Et comment amener l'État guinéen à mettre la lumière sur toutes les violations? » Je te laisse répondre ou non? Peut-être répondre à la dernière question d'Alassane Ba. Effectivement, c'est un des problèmes qu'on rencontre pas seulement en Guinée, mais dans de nombreux pays, que ce soit en Afrique, en Amérique ou en Europe, sur les autorités qui contestent des accusations de violence, d'usage excessif de la force. Voilà, il y a eu la manifestation des Gilets jaunes en France il y a quelques mois, c'est quelque chose dont on a parlé aussi, donc c'est pas propre à la Guinée, mais c'est effectivement des relations qui sont plus tendues à la mesure où les enjeux deviennent importants et les enjeux deviennent effectivement importants. Et on a une organisation qui s'appelle Human Rights Watch qui travaille également sur ce thème-là, qui a reçu par exemple récemment une réponse de plusieurs pages des autorités guinéennes suite à un communiqué de presse dans lequel les autorités démentent toutes ces accusations. La première chose justement pour pouvoir s'armer entre guillemets contre ces réponses, ces contestations des autorités, c'est de faire un travail qui ne peut pas être sujet à contestation, en tout cas dans la méthode. Donc c'est vrai qu'on fait très attention à ça. C'est pas effectivement nous qui travaillons tout seuls dans notre bureau. C'est un travail qu'on pourrait pas faire, comme le disait Kiné, sans des dizaines de personnes qui nous aident. Il y a de la remontée d'informations. On vérifie l'identité des gens plusieurs fois. On demande autant que possible des documents. Donc effectivement, on ne tient pas les accusations à partir d'un témoignage. On peut récolter une certaine quantité de témoignages qui permet de penser qu'il y a un faisceau assez net sur certains faits qui sont produits,
qui peuvent être complétées par des vidéos, qui peuvent être complétées, comme l'a mentionné Kiné, par des études balistiques entre guillemets, pas réalisées par nous, mais avec des partenaires avec qui on peut être en relation. Donc, effectivement, ce qui est devenu plus compliqué, c'est que, voilà, c'est un peu un cliché de dire ça, mais on est à l'ère des fake news. Et aujourd'hui, on a des autorités qui voient quelque chose qui est bleu, qui vont dire que c'est rouge. Et voilà, comment prouver que c'est bleu? C'est toujours un petit peu le problème, et qu'il y a des remises en cause. Et dans le cas des autorités guinéennes précisément, ce qui est souvent mis en avant par certaines autorités, et c'est aussi la conséquence des réseaux sociaux et du développement de cette société de communication-là, c'est que des autorités disent « Ah, mais vous dites qu'il y a eu un meurtre, mais où est la vidéo ?» Donc voilà, ils partent du principe que s'il n'y a pas de vidéo, que s'il n'y a pas de preuve visuelle, ça veut dire que ça n'a pas existé. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui est très difficile à remettre en cause. Sauf qu'il y a une base de tout, c'est la justice. Il y a des justices qui existent dans tous les pays. Il y a des enquêtes qui peuvent être menées avec de la police judiciaire, avec des moyens médico-légaux. Donc, effectivement, c'est remis en cause. Et Amnesty fait tout, évidemment, pour que son travail ne puisse pas être contesté si les gens ont le loisir de rentrer dans le détail. En revanche, contester est une chose, mais ne pas ouvrir d'enquête ou ne pas se donner les moyens d'ouvrir d'enquête est une preuve aussi assez flagrante qui ne va pas, je dirais, dans le sens de la volonté d'autorité de trouver la vérité et de porter toutes ces affaires en justice. Voilà la Samba, je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Merci Fabien. Pour d'autres questions, s'il existe des organisations gouvernementales et officielles qui peuvent se joindre au travail dans le cadre du scrutin de la répression, oui. Est-ce que vous avez des rétroactions? Alors, pour les organisations gouvernementales, nous, on essaie toujours d'engager le dialogue avec les institutions gouvernementales. Il y a des institutions en charge des droits humains, donc on essaie toujours de partager nos recommandations, les éléments qu'on a documentés et les pousser aussi à faire des enquêtes parce que c'est important pour les organisations gouvernementales de faire ce travail-là. Souvent, le problème qu'on a, c'est que ces institutions gouvernementales ne sont pas forcément indépendantes. Et nous, au niveau international, une des recommandations qu'on fait, c'est qu'à l'État, aux autorités guinéennes de donner plus de moyens à ces institutions gouvernementales pour gagner leur indépendance, puisqu'ils travaillent sur des questions sensibles liées aux droits humains. Par contre, nous avons des organisations non gouvernementales qui font également ce travail et avec lesquelles on travaille souvent en coalition. Je peux parler de FIDH, de Human Rights Watch, comme a parlé tout à l'heure Fabien, qui font voilà, aussi le travail de documentation qu'on est en train de faire. Et pour des périodes clés, on essaie aussi de travailler pour coordonner. Voilà. Merci beaucoup. On a un peu dépassé notre temps, donc je pense qu'on peut arrêter là. Encore une fois, j'aimerais remercier les panélistes pour avoir partagé avec nous leur expertise sur la situation en matière de droits humains en Guinée, en particulier concernant le droit au rassemblement et la liberté d'expression. Je vous invite à toutes et à tous d'aller sur notre site web, signer notre pétition pour appeler le président de la Guinée à agir contre l'impunité et l'utilisation de la force excessive par les forces de sécurité. Vous pouvez toujours aussi vous rendre sur notre page du réseau d'action urgente qui ont été mentionnés par Kiné Fatim. Quand il y a des personnes qui sont détenues arbitrairement, ce qui est malheureusement parfois le cas en Guinée, il y a des actions que vous pouvez prendre pour écrire, comme elle a dit, bombarder la personne, l'autorité responsable de demande de libération de ces personnes-là. Donc, je vous invite à le faire ou nous contacter si vous avez des questions. Kiné Fatim, Fabien et Suleiman, est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot? Alors moi, très rapidement, je remercie une fois de plus Amnesty Canada et je remercie vraiment tous les participants à ce webinaire. C'était un plaisir d'échanger avec vous et vraiment continuer à nous soutenir. Votre soutien est extrêmement important pour notre travail. Merci beaucoup.
Bien, je copie-colle les paroles de Kiné Fatim. Merci aux participants et aux collègues d'Amnesty Canada. Je rajouterai merci à Amnesty Canada pour ce webinaire et je dirais aux participants merci et c'est surtout grâce à leur soutien, aux nombreux messages, mails et pétitions qu'ils signent qu'on pourra arriver à nos fins. Merci. Merci encore et merci énormément à tous nos participants de votre intérêt et de votre soutien. Je vous souhaite bonne journée et bonne continuation. Au revoir.